Donc, je te laisse la parole, si tu veux bien. Outro renner kreisen ein klasku breizek keltiek, outro président d'Arfals, mignon net ker, en anno François Cuyandre maer kervrest, enor aplijadur en Meuse da zigori en em gavement, a daiti deor kendivijou fruezus. Devez mat deor, evit eskemou divarben ar poblu bihan, hag an impalei rechou, a divarben erwan person, historiour en Africa, ar stourmer breizad. Monsieur le Président Monsieur le Directeur du Centre de recherche bretonne et celtique, Monsieur le Président d'Arfals, chers amis, et permettez-moi ce terme, chers amis, car je vois ici de nombreux visages connus et amis. Au nom de François Cuyandre, maire de Brest, j'ai l'honneur et le plaisir de contribuer à l'ouverture de ce colloque en vous souhaitant à tous des échanges de qualité. Je vous souhaite une bonne journée d'entretien sur le thème des minorités et des impérialismes, ainsi que sur Yves Persson, historien de l'Afrique et militant breton. Nous sommes ici accueillis dans la faculté Victor Ségalen. J'ai l'habitude de dire qu'être élu d'une ville dont la personnalité phare est Victor Ségalen, chantre du divers et de l'altérité dans son expérience radicale, cela engage. Et d'ailleurs, en le disant, je paraphrase Marie-Armelle Barbier de l'université qui est ici et qui dit aussi régulièrement que cela engage l'université de Brest. Cela engage plus que nulle part ailleurs à une ouverture sur la diversité linguistique et culturelle dans sa relation avec ce qui libère de tous les enfermements et de tous les renoncements à soi. Cela engage, plus que nulle part ailleurs, à faire de Brest une ville ouverte sur les peuples du monde et active en faveur de leurs droits. Alors que la question du statut des langues de France dans la République est de nouveau posée de manière brûlante. Brûlante car des décisions vont engager notre pays sur la voie de l'ouverture et de la modernité, ou bien sur la voie du repli. L'association Arfals, en fêtant son 80e anniversaire, témoigne d'un combat en faveur de la langue bretonne, en faveur de la promotion de la langue bretonne, de la culture et de l'histoire de Bretagne, sur des objectifs qui ne les ont jamais écartés du pacte citoyen, bien au contraire. Je ne referai pas ici la longue histoire de l'action militante en faveur des langues régionales et des droits légitimes, individuels et collectifs de leurs locuteurs. Certains présents ici le feraient certainement beaucoup mieux que moi. Cependant, je voudrais insister sur le caractère constant et déterminé d'Arfals dans ce domaine. Peu d'associations ont cette longévité et une ligne directrice courageuse, complètement, dès le départ, dès l'origine, à contre-courant de l'opinion commune majoritaire des élites francophones, celles d'hier comme celles d'aujourd'hui. Les Brestois Armand Kéravel et Charles Sargal furent de ces courageux à contre-courant. Arfals a choisi d'honorer Yves Persson et de mettre en lumière son combat en faveur des minorités linguistiques menacées, ainsi que son engagement au service de l'égale dignité des peuples et des cultures. En menant ce combat, Yves Persson, dont on vient de dire qu'il était à la fois chercheur et engagé, Yves Persson a d'emblée situé son action en faveur de la langue bretonne dans un contexte planétaire et dans un contexte de solidarité. Son action a précédé la Déclaration universelle des droits linguistiques qui prend comme point de départ les communautés linguistiques et non les États. En invitant à débattre à propos d'Yves Persson de la question des minorités et des impérialismes, Arfals met le doigt sur un sujet d'actualité qui touche au cœur même de la conception de la République
dans le pays qui se dit pays des droits de l'homme. En effet, la France a érigé le monolinguisme et le monoculturalisme en normes et même en idéal. Nous voyons encore aujourd'hui combien la reconnaissance effective de la diversité représente pour les élus de la République une sorte de monstre juridique. Pouvons-nous cependant éluder le fait qu'imposer une langue relève d'un pouvoir normatif et que celui-ci accompagne presque toujours les entreprises coloniales? Pouvons-nous ignorer le paradoxe d'un pays laïque, imbu de son attachement à la raison, qui attribue à la langue unique officielle un caractère quasi sacré? Pouvons-nous donner crédit à l'argument pseudo-économique affirmant qu'en temps de crise, la langue unique évite bien des dépenses inutiles? Pouvons-nous faire comme si nous n'étions pas menacés par un nouvel impérialisme, celui des techniques de numérisation qui s'imposent comme langage universel, capable de renvoyer aux oubliettes de l'histoire la diversité des systèmes linguistiques? Aujourd'hui, apparaît plus nettement, grâce aux travaux des sociolinguistes, le rapport étroit entre langue et pouvoir. L'échec de Babel n'est-il pas une chance offerte aux hommes contre les dangers d'une seule langue et donc d'une pensée unique, close sur elle-même? L'utopie totalitaire de la tour de Babel ne laissait aucune place à l'altérité et à la diversité. Alors qu'émerge au plan mondial une nouvelle vision positive de Babel, alors que le multiple n'est plus synonyme de chaos, mais de fécondité, la France sera-t-elle le dernier État à ne pas accorder à son patrimoine immatériel vivant la protection de la loi? C'est par des apports de connaissances, par la diffusion des savoirs scientifiques fondamentaux, comme ceux que nous propose l'université, mais comme ceux que nous propose aussi Arfals aujourd'hui, que nous remplacerons l'irrationnel qui encombre les débats sur la diversité linguistique et culturelle par des stratégies intelligentes et constructives. Nous en avons un besoin urgent, car la régression linguistique qui accompagne la régression biologique est fulgurante, en particulier sur le continent africain. Et puisqu'aujourd'hui, il sera question du continent africain, je conclurai par une pensée pour Nelson Mandela. Il a apporté son appui à la rédaction de la Déclaration universelle des droits linguistiques, déclaration destinée à préserver l'équilibre écolinguistique du monde, mais aussi à promouvoir une culture de paix. Cette pensée que je vous propose n'est pas une pensée d'hommage convenu, comme il y en a beaucoup en ce moment, mais simplement une pensée d'affection, car la famille humaine était sa famille. Je vous remercie.